Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes sur le plateau du Grand Débat du Web, l'émission hebdomadaire de Digital Business News pour faire la part belle à l'actualité connectée. C'est la dernière, figurez-vous, c'est l'été, ça y est, on part en vacances, c'est la fin de saison. Et comme on se trouve dans un studio de télévision, d'ailleurs c'est celui de Sport 365 qu'on salue pour cette saison. On salue les gars qui sont en régie, à côté, ceux qui font le maquillage, celle en l'occurrence. Merci à tous pour ce boulot-là. On a décidé, puisqu'on fait une émission de télé dans un studio de télé, de faire vraiment de la télé. Alors on a commencé comme à la télé, par boire du champagne juste avant. C'est toujours mieux. Ça, c'est fait. Et puis, on va faire comme à la télé. On arrive sur le plateau sans avoir rien préparé. Avec un sujet open bar total pour cette dernière. Ce sont les chroniqueurs, les 4 invités, qui vont choisir les sujets à la volée. Je sais à peu près globalement de quoi ils veulent parler. Mais on ne sait pas plus que ça et on va se lancer comme ça dans le grand bain avec Cécilia Gabizon. Salut Cécilia. Bonjour. Cécilia, je connais cette robe, on l'a déjà vue, non? Alors j'essaye d'en faire un modèle qui va devenir très populaire pour cet été. Je sens que ça va marcher. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est un modèle que je fabrique moi-même. L'important, c'est la récurrence, comme disait l'autre, voilà. En matière de communication. Cécilia, Street School Media Maker, en un mot, vraiment un mot. On forme les journalistes et les médias de demain. À côté, Fabrice Epelboin, salut Fabrice, qui a ressorti la veste par ces temps de chaleur. Oui, bel exploit quand même, c'est climatisé. Hein. C'est climatisé, moyennement. Moyennement. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous voyez des gouttes perlées, c'est pas juste l'effet du champagne, c'est aussi la climatisation. Et c'est le bug bounty, en fait, qui vous intéresse. Qui t'intéresse, en l'occurrence, avec Yogosha. En face, veste, chemise bleue, la classe internationale, avec aussi une tentative de lutter contre les éléments déchaînés de la chaleur, avec Éric Dupin. Salut Éric. Salut. Presse Citron. Ça va pas, Eric, aujourd'hui? Si, ça va très bien. Mais j'ai eu peur un instant, je me suis dit, ça y est, c'est la dernière, il est triste. Non, c'est oui, c'est une petite nostalgie, c'est vrai. C'était un petit salut. Mais c'est un petit salut, oui. Non, parce que j'étais en train de me dire, on n'a rien préparé, donc... c'est vrai qu'on n'a rien préparé. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Je vais cacher ça, sinon on va vraiment croire qu'on a bu trop. Ce qui n'est pas le cas. Presse Citron, Dronestagram, entre autres, et toujours une jolie montre connectée qui dépasse de la veste. Et puis Jérémy Benmoussa, salut. Bonjour. Alors on a présenté 50 fois Jérémy avec plein de startups différentes. Aujourd'hui, on ouvre le bal sur une 3e startup. C'est ça, c'est Lita. Qui est le gros projet sur lequel je bosse depuis un an, qui est enfin lancé. Lita, qui est une application de dating qui va accompagner les gens au lieu de les laisser se débrouiller tout seuls. Et qui veut dire Lita? Lita, ça veut dire Love is in the air. C'est joli quand même. Voilà. C'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Ah, c'est beau, hein. Un peu de poésie. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Voilà. Allez, on va parler de vos sujets. Vous avez le choix des sujets, vous ouvrez le bal et on discute de ça. Donc chacun peut poser ses questions à celui qui lance un sujet. On commence par Cécilia, par exemple. De quoi tu veux parler, Cécilia? Parce qu'en fait, le but était un peu de qu'est-ce qui nous a marqué cette année. C'est vrai. Dans le monde Merci digital. de faire mon boulot, j'ai oublié de le faire. Voilà. Et donc, évidemment, pour les médias, puisque moi je m'occupe d'un groupe média, pour les médias, c'est bien sûr, mais comme pour tout le monde, c'est l'arrivée, la montée en puissance absolument extraordinaire des plateformes. Ça veut dire que maintenant, Facebook, évidemment Google, mais surtout Facebook, absorbe absolument tout, est devenu la porte d'entrée vers tous les services et vers les news. Et en fait, est en train, quelque part, doucement en tout cas, d'amener les journaux. D'abord, certains journaux se sont construits, certains médias se sont construits sur Facebook, c'est-à-dire tout n'est pas négatif là-dedans. On a trouvé des communautés, on a trouvé un lectorat qu'on n'aurait jamais trouvé autrement. On parlera probablement de l'exemple de BuzzFeed, enfin, des choses assez fascinantes. Et en même temps, quelque part, ça déstructure des marques anciennes, les fameux legacy médias. C'est la plateformisation du web, voilà. Notamment des médias, mais que pas que des médias, de l'ensemble du web. Tout d'un coup, tous les contenus apparaissent en fait dans un autre écran qui n'est plus vous-même, les gens ne viennent plus vous voir, vous devez aller vers eux, mais quelque part vous perdez un petit peu de votre identité, en tout cas votre identité se dissout dans la plateforme. Ça veut dire qu'on fait ça en matière d'information, mais ça marche dans tous les secteurs. D'ailleurs, Frédéric Mazella de Blablacar le dit souvent, plateformisation globale de la société, en fait, au global. Ce sont l'ensemble des services qui sont agrégés dans des ultra gros services, finalement, qui recensent un petit peu tout ça, et ça change absolument tous les modèles. Alors, en média, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est bien ou c'est pas bien, cette tendance de Facebook à tout... Alors, pas que Facebook, d'ailleurs, mais à tout prendre. C'est bien et c'est inquiétant. C'est bien parce que tout d'un coup, ça a donné la possibilité à des tout petits médias et à des gros médias de toucher des audiences énormes. Tout d'un coup, avec la viralisation, une chose qu'on n'aurait jamais imaginée dans le monde physique, en fait. Des audiences énormes, donc on en a tous beaucoup profité, mais aujourd'hui, ils ont les clés. Ils ont les clés de l'affaire. Et ils dosent eux-mêmes les contenus qu'ils font apparaître. Et tout devient payant. C'est-à-dire que quelque part, la capacité à toucher des nouveaux lecteurs se monnaie. Il faut payer les postes. Et donc, on revient dans un modèle de distribution où le distributeur est en fait la plateforme. Et puis, il y a un deuxième problème pour les médias, qui est la question du modèle économique, c'est que la valeur, et notamment la valeur publicitaire, se déplace vers la plateforme. Autrefois, les annonceurs venaient sur un média parce que le média disait, voilà, moi j'ai mes lecteurs, je les connais, je peux te dire qui ils sont, et ça a de la valeur. Et quand moi je leur dis quelque chose, pour eux c'est prescripteur, versus aujourd'hui, le lecteur
en fait, il ne lit pas un média, il lit une plateforme où différents contenus lui arrivent. Ce qui est important, c'est quand on va publier un article sur Instant Articles de Facebook, on peut, si on vend son contenu, récupérer 100% des revenus. Simplement, toutes les datas restent à Facebook. On n'a pas l'accès aux datas. Donc, il y a quelque chose qui se passe là qui est vraiment un changement de paradigme total. Alors, la question de la plateforme, et c'est comme la question de la digitalisation de la société en général, c'est effectivement la question de où va la valeur, qui détient la porte d'entrée du web, et aussi la question de la data. Alors, la fameuse data, avec des choses vraiment passionnantes et inquiétantes, qui est la somme de data concentrée par ces plateformes, va en faire bientôt, c'est un peu la thèse de Mozorov, va en faire bientôt, en fait, les géants, ils vont devenir plus puissants que les États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont capables de savoir et de modéliser sur des millions de personnes et d'apprendre du comportement de ces millions de personnes et d'améliorer leurs services dans tous les domaines. Ce qui veut dire aussi que, d'une certaine façon, c'est Facebook qui aura tous les renseignements sur qui sont les abonnés, les lecteurs demain de tel ou tel magazine ou média, ce qui change quand même un petit peu la donne. Je suis sûr que Fabrice a quelque chose à dire sur ce sujet-là. En fait, pour rebondir sur les abonnés, très concrètement, il y a la boîte qui sous-traite pour la moitié des médias français justement la gestion d'abonnés qui vient de perdre ses données. Oui, Donc, oui. Il y a des articles où sont passés les abonnés, en fait. Oui, complètement. Donc, de toute façon, les médias ont laissé tomber ce truc-là, l'ont sous-traité au moindre prix et ont tellement tiré les prix par le bas qu'ils sont arrivés à cette catastrophe. Ce qui est intéressant avec Facebook, l'un des éléments vraiment très intéressant avec Facebook, c'est que la distribution n'est pas faite que par Facebook, elle est faite aussi par votre réseau d'amis, et qu'on est dans une délinéarisation totale de l'actualité. On a des médias qui sont toujours contingentés par l'actualité, et un flux d'informations qui, lui, sort complètement d'une lecture linéaire de l'actualité, et du coup, on a des phénomènes, notamment en politique, où typiquement, dès qu'on parle d'un homme politique, on a immédiatement toutes ces casseroles qui arrivent, soit par le moteur de suggestion, soit par des amis qui rappellent que machin truc, il est corrompu, et donc ils postent un article qui date d'il y a 3 ans, et on n'est plus du tout, et c'est quelque chose que les politiques n'arrivent pas du tout à comprendre, on n'est plus du tout dans ce temps qui impose une actualité, et dans ce temps qui impose le passage aux archives de choses qui sont très vite oubliées. Les choses ne s'oublient pas, et le fait qu'une actualité touche une personnalité va faire ressortir tout son passé. Et ça, c'est une rupture totale avec la façon dont les médias fonctionnaient face au temps jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle, la plateformisation, Eric? Oui, c'est un vrai sujet. Alors moi, en tant que responsable d'un média, même d'un petit média, c'est une question... je m'excuse, citons un petit média, ça se saurait quand même. Non, mais c'est une question effectivement qui me préoccupe, sur laquelle on se penche depuis pas mal de temps. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on est encore justement un média, ou est-ce qu'on devient des producteurs de contenu qui vont faire de la distribution sur plusieurs canaux de façon tout à fait... Ce qu'on appelle le distributed content, en fait. Oui, voilà, une façon de distribuer. Et on parlait tout à l'heure de l'exemple de BuzzFeed qui disait qu'aujourd'hui, dans son audience globale, le site web lui-même ne représentait plus que 25%. Ça veut dire que nous, on commence à dire aujourd'hui, on parle de Presse Citron comme d'un média omnicanal, et on va s'atteler à ça dans les mois qui viennent. On ne parle plus tellement d'un site web, et j'ai pas l'impression que le site web, pas Presse Citron lui-même, d'une façon générale, le site web en tant que tel est mort, et aujourd'hui on est complètement sur de l'omnicanal. Il y a aussi le fait que... Mais moi je fais un peu le rapprochement avec le e-commerce finalement, qui est devenu aussi omnicanal, qui est devenu quelque chose qui est que de l'ordre de la place de marché. Et aujourd'hui j'ai l'impression que pour le média on va un peu vers ça. C'est-à-dire qu'on produit dans le e-commerce on produit des produits, on vend des produits sur différentes plateformes. J'ai l'impression qu'on va un peu vers ça. Alors évidemment, on va perdre de l'identité. La marque média risque de se diluer pas mal, comme tu le disais, Cécilia, au profit peut-être de l'audience. Alors on va peut-être effectivement échanger un peu d'audience contre de la data et contre une dissolution de la marque. Moi, je suis pas pour ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut y aller vraiment prudemment. Et je pense qu'il faut distribuer un petit peu, mais garder son identité. Il y a un phénomène quand même, c'est que tous les médias, Presse Citron et tous les autres qui ont été constitués en ligne il y a 5, 10 ou 15 ans, se sont constitués sur des bases d'écrits et d'un peu de photos. Donc on héberge tout et on a le contrôle là-dessus. Est arrivé l'impact de la vidéo qui nécessite d'aller ailleurs. La plupart du temps, on n'a pas les players, on n'a pas la technologie. Et ça change quand même les données. On est obligé de donner d'une certaine façon ces contenus à d'autres pour la diffusion derrière. Alors ça, c'est sur ce point précis, effectivement. Alors j'ai une réponse qui ne concerne pas Presse Citron, mais Instagram, où justement on se pose cette question, puisqu'on héberge, on héberge toutes les photos, mais on n'héberge pas les vidéos, parce que ce sont des players externes qui sont posés chez nous. Et donc la question se pose aujourd'hui dans le financement qu'on cherche pour les mois et les années à venir,
c'est d'installer notre propre infrastructure d'hébergement des vidéos. Et ça, effectivement, c'est une question importante. C'est une reprise en main, finalement, Voilà, de sa exactement. propre technologie. Et je pense que beaucoup de Pour médias nous-mêmes vont la devoir le diffuser, faire pour pouvoir choisir derrière dans quelles conditions ils distribuent leur contenu, dans quelles conditions techniques, parce qu'on a aussi des players qui ne marchent pas nécessairement en HD de temps en temps sur certaines plateformes. Et quand on se fatigue à faire de la vidéo HD, on aime bien que le format soit respecté. Donc il y a ça aussi. Un mot là-dessus ? Moi, je me préoccupe un peu du côté plateforme, en fait, et de l'arrivée notamment des bots et de tout ce qui se passe sur notamment Messenger, mais WeChat en Chine a déjà passé ce cap-là depuis longtemps, où en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des contenus maintenant ne sont lus que par recommandation. C'est-à-dire que WeChat a tellement cannibalisé l'ensemble des sites web que les sites web ont quasiment plus d'audience, même largement moins que BuzzFeed et ses 25%, et qu'un article n'a de valeur que s'il est partagé entre amis directement, donc via des messengers, l'équivalent d'un On messenger. rappelle que le partage se fait sur des critères qui sont le titre, globalement, peut-être un peu le chapeau, c'est-à-dire les 3 premières lignes là, qui décrivent un peu le truc, et encore. Mais justement, ça les fait gens ne qu'ils lisent ont pas les articles qu'ils ça fait qu'ils ont partagent une très espèce souvent. de consommation de l'information qui est très liée au buzz, plus qu'à la profondeur de l'information. Et moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. Alors même si je suis très fan de réseaux sociaux, que ça m'est arrivé de partager un article en regardant le titre, en lisant l'article après, ça a dû Ou pas. m'arriver une ou deux fois. En lisant pas, Ou pas. parfois. Enfin, mon pocket est très rempli. J'ai 5000 articles à rattraper. Mais Comme tout le monde, d'ailleurs. Hein. Ouais, comme beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette tendance-là qui revient un peu à uniquement de la recommandation. Et quand on voit aujourd'hui les critères de recommandation, ça m'inquiète un petit peu. Voilà, je pense que les articles qui ont le plus de profondeur ne sont pas forcément ni les plus lus, ni les plus partagés, et qu'on va commencer à perdre un peu de visibilité sur des articles qui ont vraiment du fond et qui méritent d'être lus, au profit de. Est-ce qu'il vous semble que les médias en 2016, deuxième partie, en 2017 et au-delà, vont essayer de reprendre un peu la main justement sur la distribution, ou est-ce que la messe est dite d'une certaine façon? Je sens que Fabrice a un truc à dire là-dessus. C'est d'autant plus dite que les articles sont de plus en plus utilisés dans des phénomènes argumentatifs sur Facebook, c'est-à-dire lors de discussions, on va sortir l'article qui va appuyer un point de vue, et que ça incite encore plus à une plateformisation des médias, et en plus ça a de toute façon un impact sur la façon d'écrire, qui va très clairement soit être orienté de façon de plus en plus caricaturale sur un point de vue, soit même être totalement détourné. Le meilleur détournement, c'est Français de Souche, qui est donc le blog d'extrême droite, et qui régulièrement utilise des articles issus de Libération ou du Monde, qui ne sont absolument pas soupçonnables. Donc l'idée, c'est qu'on va puiser dans une masse énorme de multimédia, d'une certaine façon, Pour appuyer un les point de arguments de discussion, en fait. Et pour argumenter, et aujourd'hui, l'argumentation et l'influence, d'une façon générale, se fait en utilisant des articles comme munition. Quelle que soit la provenance et quelle que soit l'adéquation entre la marque média qui n'a plus aucune valeur et le point de vue de la personne qui utilise ça. La marque média qui n'a plus aucune valeur, je sens que Cécilia n'est pas d'accord avec ça. Et puis pour le coup, c'est pas simplement mon avis. Il y a des études qui sont conduites, dont le rapport chaque année de l'Institut Reuters et qui vient d'être délivré. En fait, la marque média reste très importante pour les lecteurs. Pour l'instant, ça peut évoluer très vite, mais la marque média reste très importante, plus importante que les signatures. Parce qu'on avait pu penser à un moment donné qu'en fait, finalement, les gens suivaient des journalistes. En fait, la marque média reste un critère de crédibilité dans un système où on est débordé d'informations dans tous les gens et on a du mal à hiérarchiser. Donc, il y a un certain nombre de gens, même dans les chemins de lecture, ils vont aller par la marque plutôt que par le sujet. Donc, on n'a pas complètement perdu cette notion-là, et je pense que plus il y aura d'infos, plus quelque part la marque aura aussi son influence. Maintenant, ça sera probablement dans un système de distribution par plateforme. C'est la nouvelle distribution. Mais je me souviens qu'il y a 10 ans, toutes les marques se disaient je vais créer des plateformes de discussion. Tout le monde l'a fait, Le Monde, Le Figaro, tout le monde a fait ça. Et que la discussion aujourd'hui s'est déplacée sur des plateformes, justement, où on peut discuter à la base d'articles de tout le monde. Donc, finalement, les médias ont perdu la force de la discussion aujourd'hui. Arrêter les discussions sur leur propre plateforme parce que c'était horripilant d'avoir systématiquement un expert qui venait contredire ce que racontait de façon péremptoire un journaliste. Du coup, ils ont fermé toutes leurs espèces de discussions et Facebook est arrivé parallèlement à ça. C'est comme ça que s'est fait le déplacement. Mais on discute de moins en moins sur Facebook aussi. Il ne faut pas penser que en fait, c'est plus la sociabilisation qu'on avait avant. On discute de moins en moins sur Facebook. Sur Facebook, d'abord, il y a de plus en plus de posts sponsorisés. Il y a de plus en plus de vidéos parce qu'ils ont fait le choix de pousser très très fort la vidéo. Donc les gens partagent moins les articles, les commentent moins et les likent moins, mais de manière très très nette. C'est en train de dégringoler en fait tout ce qu'on appelait l'économie du partage autour des articles Facebook. Aujourd'hui, ça se passe autour de la vidéo et ça ne suscite pas le même genre de rapport parce que finalement, le débat, c'était très lié à l'écrit aussi, à l'utilisation des mots, etc. Ça ne veut pas dire, en termes de journalisme, moi je crois que les médias ont toujours leur place, évidemment, ont toujours leur rôle et la bonne info fera toujours la différence. Et d'ailleurs, Facebook paye
des grands médias pour être présents, pour tester ces nouvelles fonctionnalités, parce qu'ils ont eux-mêmes besoin de se crédibiliser. Alors, on a beaucoup parlé de Facebook avec Instant Articles, mais il n'y a pas que quand même. Il y a Google qui est présent sur le secteur, il y a Snapchat avec Discover. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un succès absolument Intéressant, moi colossal. j'aimerais bien en parler. Mais on n'a pas le temps. Il y a Apple News, évidemment, qui essaie aussi d'être dans cette plateformisation des médias. Et puis, il y a la prime, finalement, à tu me donnes ton contenu, je t'aide un petit peu. Et c'est ce qu'a fait Google avec AMP, Accelerated Mobile Pages. Si tu me donnes ton contenu, tu vas voir que ça va s'afficher 10 fois plus vite que si c'est toi qui distribues via ton... Il y a Medium aussi, on n'en parle pas. Medium. Aussi, qui veut devenir aussi une plateforme et qui met tous les outils en place pour être... Donc aujourd'hui, il y a quand même des incitations très très fortes, et pas simplement de la part des grands GAFA à donner des contenus sur les D'ailleurs, plateformes. même Twitter, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une sorte de division, alors idéologique peut-être un peu fallacieuse, mais qui est le web ouvert versus le web fermé. Et donc Google et Twitter essayent de se situer du côté du web ouvert. On vous donne les éléments, on ne cherche pas à vous enfermer chez nous, vous circulez au contraire, vous avez les clés de la planète. Versus la façon dont on dessine Facebook, tout se passe dans Facebook et on vous amène tous les services dont vous avez besoin. Donc il y a cette grande division et les médias en fait sont en train de choisir. Alors en ce moment, Facebook, c'est un peu le vilain. En ce moment, il y a des modes comme ça, c'est un peu le vilain. Et probablement Facebook va devoir faire des concessions, un peu comme Google l'a fait par le passé, en termes de qu'est-ce qu'il va apporter aux médias, qu'est-ce qu'il va leur donner comme avantage. Ça va se rediscuter. Mais c'est normal, c'est une économie en construction. Mais par contre, c'est vrai que l'économie qu'on a connue, où on faisait venir les gens chez soi, dans son magasin, c'est fini. C'est le grand débat du web, c'est la dernière de la saison et c'est ouvert. Ce sont les invités qui font le menu. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans cette première partie d'année 2016, Fabrice? Alors, sur mon activité professionnelle, c'est très clairement le bug bounty du Pentagone. Le bug bounty, donc, full disclosure, j'ai une boîte qui s'appelle Yogosha qui fait du bug bounty. Ça consiste à rassembler des communautés de hackers éthiques de façon à auditer une technologie. On leur dit, allez-y, cassez le truc. Non, pas casser, auditer. Non, on ne casse rien du tout. On audite une technologie et plutôt que de payer le temps de recherche de failles, ce qui est le modèle économique qui jusqu'ici prévalait, on va payer à la faille découverte. Donc, la performance. À la performance. C'est évidemment beaucoup plus rentable pour les entreprises qui font appel. C'est beaucoup plus rentable pour les hackers qui vont là-dedans, qui sont évidemment les meilleurs, parce qu'on a des revenus qui sont juste délirants. Certains hackers qui font plus d'1 demi-million de dollars par an avec ces systèmes-là. Alors que le salaire normal d'un hacker comme ça dans une SS2I française, ça va être 3 000, 3 500 par an. Ou alors il est payé en roubles et ça se passe ailleurs, quoi. Ou alors il est payé en roubles, ça se passe ailleurs. Mais donc ça arrange tout le monde, sauf les intermédiaires. Il y a eu énormément de discussions sur la fiabilité de ces trucs-là, l'efficacité de ces trucs-là, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, machin. Et on arrive à la situation où le Pentagone fait auditer de façon à tester quelque chose, un système, 1400 hackers s'y mettent, plein de failles de sécurité sont découvertes, ça coûte 3 fois rien comparativement à ce que le Pentagone a l'habitude de dépenser en matière de sécurité informatique. Et le Pentagone, aujourd'hui, a décidé de généraliser cette façon d'auditer ces technologies. Il y a eu une sorte d'hackathon, en fait, où on a dit... non, mais vraiment c'est pas un hackathon. Un hackathon, c'est fait pour construire quelque chose. Là, c'est vraiment fait pour auditer une technologie. Et le Pentagone l'a adapté pour, a priori, l'ensemble de ces technologies. Donc, c'est la validation suprême. On ne peut pas imaginer plus emmerdant et plus tatillon que le Pentagone sur de la sécurité informatique. Si le Pentagone adopte, ça veut dire vraiment que... Ça veut dire que les gars ont trouvé des failles dans les sites du Pentagone. Il y en a plein. Il y a des failles partout. D'abord, il faut être assez conscient qu'on ne peut pas créer de technologie sans créer de failles. C'est comme ça. Qui plus est, la menace auquel on fait face est passée de le gamin génial dans son garage qui va éventuellement rentrer dans le serveur de la NASA et trouver des trucs incroyables, à des vraies grosses mafias organisées avec du temps, beaucoup d'argent, des financements et des spécialisations dans les équipes qui font que on a affaire à des choses qui sont à la limite d'une agence de renseignement d'un petit pays. Et puis on a le rôle prévalent de grosses agences de renseignement, on parle de la NSA ou des services français ou russes, qui eux font de l'espionnage industriel au bénéfice des entreprises nationales. Ça, c'est devenu la principale menace auquel font face les entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire se faire piller sa propriété intellectuelle au profit d'une entreprise concurrente d'un pays concurrent. C'est essentiellement ça la menace. Et face à ça, on est obligé de monter la sécurité, tout comme on monte la sécurité d'une façon générale en dehors de l'informatique. Et là, les systèmes qui jusqu'ici étaient tout à fait performants font preuve de leurs limites. Et c'est là que en France, les services équivalents du Pentagone, je ne sais même plus comment ils s'appellent, ils ont changé de nom 53 fois. Alors, en France, c'est... DGSE, je sais plus. Non. Le Pentagone, ça serait l'équivalent du ministère de la Défense. Ouais. Les services de protection en France, c'est l'ANSSI. Et la France ne fonctionne pas de la même façon que les États-Unis, au sens où l'ANSSI est strictement défensif, alors qu'aux États-Unis, et des défensifs offensifs, c'est dans les mêmes entités. Donc ça permet en France d'avoir
des acteurs parfaitement identifiés à l'ANSSI qui, eux, s'occupent de ce qui est vraiment essentiel. Les centrales nucléaires, l'alimentation en énergie du pays, mais ils ne vont pas s'occuper de la propriété intellectuelle de L'Oréal. Ce n'est pas leur problème à l'ANSSI, ils ont autre chose à foutre. Alors, il y a d'autres services qui traitent... Non. Il y a des services en interne. Je vais prendre L'Oréal, et c'est vraiment au hasard, et ce n'est pas des clients à moi. L'Oréal ont une entité qui s'occupe de leur cybersécurité et qui, de toute façon, finira par passer au bug bounty comme tout le monde, qui aujourd'hui passe, est certainement à cheval entre les deux grandes technologies qui existent pour se sécuriser, qui sont une approche automatique, des scans automatiques, dont l'un des leaders mondiaux d'ailleurs s'appelle Qualys, et a pour origine une boîte française, même s'ils sont cotés au Nasdaq, et des approches qu'on appelle le pen testing, qui consiste à payer du temps de chercheurs en sécurité qui vont passer du temps à chercher des failles et au bout du temps imparti, ils vont faire un joli petit rapport. Mais cette approche-là est en train petit à petit de transiter ou de cohabiter pour l'instant avec le bug bounty. Le bug bounty, le Pentagone, qui font un couple harmonieux, en tout cas sur cette année 2016, ça a été quand même une jolie surprise. Allez, Jérémy, qu'est-ce qui restera de cette première partie de l'année 2016 dans ton activité à toi ou dans ton champ de réflexion? Alors moi, je travaille beaucoup sur du machine learning pour mes activités et si on étend un petit peu ça à l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet de société pour moi. Parce que l'intelligence artificielle... Machine learning, il faudrait peut-être préciser. Alors, machine learning, c'est le fait que les machines arrivent à apprendre des usages humains. Voilà, c'est ça, que petit à petit, on apprend à des machines à apprendre. Donc on arrive à développer des programmes qui apprennent de l'usage qu'on peut avoir sur une application, sur à peu près n'importe quoi. Et si on étend un petit peu ça à l'intelligence artificielle, on parle beaucoup ces 6 derniers mois de l'intelligence artificielle et des progrès, notamment dans la société, donc sur des choses qui nous touchent, nous tous, de façon indirecte, que ce soit l'équipement des usines, le fait que ça apprend le travail des humains, enfin, on en a déjà parlé dans une émission précédente. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé sur le fond du débat, qui est vraiment la nouvelle donne sociale que ça doit engendrer. Alors on a un peu de temps, ça va prendre 10 ans, 15 ans, mais je pense qu'il serait peut-être temps de commencer à en parler. Parce que c'est quoi les enjeux principaux, rapidement? En gros, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Ça va remplacer une partie des travailleurs et des jobs, en tout cas, dans nos activités. Et il va falloir repenser le modèle social tel qu'on le pense au jour d'aujourd'hui. Dans 20 ans, on aura des machines qui auront remplacé 80% des jobs qui sont aujourd'hui faits par des humains. On le sait, et qu'on le veuille ou pas, ça va se passer comme ça parce que les industriels ont une donne économique qui fait qu'on va tendre vers ça. Donc au lieu de se poser la question de est-ce qu'on va tendre vers ça ou pas, la question c'est plus quel modèle social on va appliquer le jour où on aura perdu 80% de nos emplois. Donc la question n'est plus aujourd'hui est-ce que ça va se faire, c'est évident, mais quand surtout? Ça va forcément se faire. Qu'est-ce qu'on fait pour réagir à ça? Petit à petit, à des vitesses différentes. En fait, parce que les études oscillent entre 80% de l'emploi dans 20 ans ou 50% de l'emploi dans... Mais de toute façon, même si c'était que 30%, ça serait une catastrophe qui ferait s'effondrer tous les systèmes de redistribution. Donc il faut impérativement repenser le modèle social et très vite parce que le temps de transition entre le modèle social actuel qui est de la redistribution de ceux qui gagnent vers ceux qui ne gagnent pas ne peut pas perdurer. Il ne passera pas ce cap et soit on attend patiemment d'aller au crash, ce qu'on fait avec l'écologie, ce qu'on fait avec la finance, ce qu'on fait avec plein de choses, on n'est plus à ça près, soit on se dit bon, on va quand même essayer parce qu'on a une capacité de voir la catastrophe venir, de s'y adapter de façon à ce que le jour où elle arrive, ça c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans cette émission, sur ce plateau, c'est un sujet dont j'entends quasiment jamais parler dans les médias traditionnels, jamais. Non, parce que les médias traditionnels ne comprennent pas du tout ces enjeux technologiques. Et puis aujourd'hui, il y a une réalité aussi. Mais non, monsieur, ça n'est pas vrai. Non, mais aujourd'hui, il y a une réalité aussi, c'est quand on voit les politiques parler de technologie, alors même sur des sujets beaucoup moins sensibles que ça, c'est catastrophique. Oui, donc déjà, ils n'en sont pas à ce niveau de réflexion. Donc ils n'en sont pas à ce niveau-là, il faudrait peut-être les pousser un peu. Alors, ils sont formés dans des endroits, en l'occurrence Sciences Po ENA, où on n'enseigne en rien les technologies, mais en rien. Et c'est catastrophique. Il est impératif d'ajouter des formations techniques aux grandes formations de type Sciences Po, HEC. Un mot d'Éric rapidement là-dessus. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est là qu'on s'aperçoit du fossé énorme, abyssal, entre cette évolution-là sociétale et technologique et ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles et de façon académique. C'est-à-dire qu'on est vraiment complètement déconnecté. Donc il y a vraiment un problème. Total, oui, c'est affolant. C'est des sujets super durs à appréhender. De toute façon, parce qu'il y a une projection dont on ne connaît pas le terme et puis on a du mal à l'imaginer, on ne sait pas à quelle vitesse ça va. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'impossibilité de la chacun se dit, mais moi je ne serai pas impacté, mon boulot ne sera pas impacté. Si tu sors de l'EPITA, ça devrait être facile à appréhender si tu sors de Sciences Po. Il suffit juste d'ajouter des modules. Ou même si tu ne sors pas de Sciences Po d'ailleurs. C'est pas tout à fait vrai, parce que même parmi les spécialistes, il y a des tas de discussions sur ce que vont devenir ces robots, leur capacité à apprendre réellement, qu'est-ce que va être le deep learning et jusqu'où ils vont aller. Donc en fait, il y a des tas de discussions. Et c'est vrai que c'est passionnant
et que je ne pense pas qu'on va réussir à l'anticiper. Les questions que se posent plutôt les gens, c'est-à-dire on va dire dans le grand public, c'est un peu genre les robots vont-ils nous dépasser? En gros, le match d'échecs. Est-ce qu'il faut avoir peur d'eux? Est-ce qu'ils vont se révolter contre nous? Je ne sais pas si vous avez vu que l'autre jour, un robot russe s'est échappé et que c'est super drôle parce qu'on a fini par le rattraper parce que sa batterie s'est éteinte. Donc, mais voilà, pour l'instant, on en est en fait un peu dans l'imaginaire du cinéma encore. On le voit bien, c'est réinventons le modèle social face à une disruption qu'on sait venir. Alors on disait dans une émission peut précédente que les débuter Français les n'étaient pas détails, très sensibilisés, il y avait une enquête qui le prouvait, et il y a une enquête qui est sortie il y a quelques jours qui dit que 80% des Français sentent quand même qu'il y a danger et péril dans la demeure sur le modèle dans lequel nous vivons avec Il n'y a l'intelligence que les artificielle. politiques et les journalistes qui ne le sentent pas. Voilà, C'est clair. c'est sur cette conclusion. Il nous reste 1 minute pour la dernière de cette saison. Un plus un, un moins un. Qui a un petit truc à dire comme ça, très rapide? J'ai un plus un. Vas-y. J'ai vu un. Alors ça, terminé par un plus un de Fabrice, je veux dire, c'est quand même un truc. Là, c'est exceptionnellement. champagne, les mecs. Hein. Exceptionnellement, c'est très lié au champagne qu'on a bu avant l'émission. J'ai visité une start-up qui s'appelle Vandercraft, qui crée des exosquelettes destinés à remplacer les fauteuils pour les tétraplégiques. Oui, c'est génial. C'est fantastique et alors on voit de l'innovation tous les jours, donc au bout d'un moment on finit par se tasser, mais là c'est vraiment de l'innovation qui va puiser ses sources dans du Jules Verne, dans du Metropolis. Ça s'utilise à la façon d'un Segway, c'est-à-dire en fonction des mouvements du buste, l'exosquelette qui englobe vos membres inférieurs qui ne fonctionnent plus vont à droite, à gauche, en avant, en arrière. C'est incroyable comme On reste innovation. là-dessus. Merci beaucoup, parce que ça c'était une belle idée parce que c'est vraiment absolument impressionnant. Merci à Cécilia, merci Fabrice, merci Eric, merci Jérémy, merci d'avoir participé à toute cette saison. Merci à vous de l'avoir suivi. On revient en septembre pour de nouvelles aventures. Le grand débat du web, ça continue. Et d'ici là, on va aller bronzer un tout petit peu. Salut à tous et bon été.